Mais la Révolution tranquille, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que tout observateur impartial admettra qu'on semble s'être acharné, surtout contre vous, pendant toute la campagne. Comment expliquez-vous ce phénomène? Moi, on m'aimait beaucoup. C'est ça votre explication. Le slogan des libéraux pendant toute la campagne, et le vôtre aussi, était « Faut que ça change ». Alors, quelle est la première chose, monsieur le député René Lévesque, allez-vous essayer de changer? Ça fait curieux. Moi, j'ai à peine habitué à m'appeler candidat. Ça vous fait peur, hein? La première chose que je dirais qu'il faut qu'il change, moi, ici, il me semble, la première de toutes, parce que tous les autres changements seront fragiles si on ne change pas ça. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans Laurier, puis dans pas mal de coins de la province. Et de toute façon, c'est cette espèce de pourrissement auquel on est obligé de résister des pratiques électorales. Je crois que c'est ça qui est la première chose. Est-ce que vous croyez Parce que j'ai vu une dame, par exemple, qui s'était fait frapper par un groupe de 6 hommes et puis qui est restée là, qui s'est littéralement assise sur sa boîte à scrutin. Et j'ai vu des choses comme la police provinciale qui a fallu faire rentrer, qui était en train de voler des votes. Et diriger, un agent de la commission des liqueurs de la police provinciale qui était en train de diriger des bandits qui rentraient par 6 puis par 5 dans l'épaule. Ben, que voulez-vous, c'est ça qu'il faut changer d'abord. Croyez-vous que c'est une chose facile? Ça sera peut-être pas facile, mais ça va se faire, j'espère. En tout cas, je vais piocher. René Lévesque, avez-vous un mot à l'intention de vos électeurs? Je voudrais les remercier beaucoup parce qu'ils ont eu somme pression aujourd'hui, puis qui s'est exercée sur eux dans pas mal de coins du comté. Pas seulement aujourd'hui, d'ailleurs depuis pas mal de jours. Je voulais remercier infiniment ceux qui ont voté pour moi, puis j'espère que je vais le mériter. De toute façon, je vais travailler pour le mériter. Voulez-vous dresser des obstacles sur la large route de la centralisation de la richesse que s'est tracé ce monopole? Après avoir essayé inutilement l'achat de votre conscience, on s'attaquera à votre réputation. On vous insultera. On répandra des injures sur votre compte. L'ordre, la justice et la charité, ça c'est le trust en paix. Opprimant le peuple sans que personne ose lui adresser la moindre réprimande. L'agitateur, le communiste, l'homme aux idées fixes. Ça c'est tout individu qui dénonce avec des arguments irréfutables les côtés répréhensibles de ce commerce exercé par un monopole au détriment de tout un peuple. Ça, c'est tiré d'une conférence du docteur Philippe Hamel, prononcée en 1933, il y a bientôt 30 ans, à Montréal. Vous avez remarqué, hein? Agitateur, communiste, etc. Le vocabulaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans chez les valets ou les chevaliers servants des monopoles qui s'organisent pour nous exploiter tranquillement. Maintenant, il y a plus de 26 ans, par ailleurs, en 1936, que M. Duplessis et l'Union nationale, et il y a pas mal de survivants de cette vieille Union nationale de 36 qui sont encore candidats dans tous les coins de la province, là. En 1936, M. Duplessis et l'Union nationale, ils se promenaient à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trust le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse. Le trust de l'électricité. Question. De quoi est formé ce trust de l'électricité? Réponse. De la Montreal Light Heat and Power, de la Shawinigan Water and Power, de la Southern Canada Power, la Gatineau Power, etc. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, l'Union nationale, qui se promenait avec tant de piété quelques mois auparavant, à travers la province, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisée pour devenir l'Hydro-Québec. La plus grande, en fait la seule grande et puissante entreprise de notre peuple. La seule où nous soyons chez nous partout, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La seule de cette importance dans le Québec où il n'y a pas un barreau tout à coup dans l'échelle où c'est marqué « défendu de monter plus haut ». Et puis, malheureusement, l'Union nationale, comme vous savez, est revenue au pouvoir en 1944. Et pendant 16 ans, elle y est restée, de plus en plus paralytique. Et alors, en dehors de Montréal, dans tout le reste de la partie habitée de la province de Québec, pendant 16 ans, et pendant que disparaissaient, l'un après l'autre, tous les premiers apôtres du 20e siècle de notre libération économique,
Eh bien, le monopole de l'électricité, il a pu continuer. Comme disait il y a 30 ans le docteur Hamel, à pressurer le peuple, à dicter ses désirs aux gouvernants, à remplir les caisses électorales pour bâillonner les partis politiques, à diriger la finance, à commander l'industrie et à asservir autant que possible la presse de la province. Et il a fallu attendre 1962 pour qu'un homme, qui n'a pas d'illusion parce qu'il regarde le présent et l'avenir à la lumière du passé, le chanoine Lionel Groulx, notre historien, puisse déclarer il y a quelques semaines seulement, au mois de septembre, ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage de M. Lesage quand il dit « L'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». C'est la première fois qu'un premier ministre, pas un chef d'opposition, ça c'est facile dans l'opposition, mais un premier ministre au pouvoir tient un pareil langage chez nous. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies, il y en a 10 qui sont indiquées, ici il en manque seulement une petite filiale de la Shawinigan, qui est quelque part sur Saint-Maurice, la St. Maurice Power Corporation. Toutes les autres, là, c'est les compagnies qui font, dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité, et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? Bien, première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Maintenant, l'électricité, comme vous savez, c'est la source de la lumière, de la chaleur, et c'est aussi le seul moteur chez nous essentiel du développement économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé. Maintenant, dans quel état, dans le système actuel, la clé économique de la province se trouve-t-elle? Bien, c'est un système qui, on va le voir si vous voulez ensemble, est un emploi de notre première richesse qui est mauvais. Il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province. Il est inutilement coûteux, puis il est inefficace. Je vais donner des exemples au point de vue des régions. Ce système de petits royaumes puis de grands empires, là, ça fait ceci, par exemple, dans le bas du fleuve. Vous avez là une compagnie, le pouvoir du Bas-Saint-Laurent, qui est maganée, qui n'a pas entretenu ses lignes, qui bloque tout le bas du fleuve avec des tarifs trop élevés puis pas assez d'abondance d'énergie, et qui en même temps, comme vous voyez, bloque toute l'entrée de la Gaspésie. Et ça, depuis des années que ça dure, la compagnie ne peut pas ou ne veut pas moderniser, elle se paye des dividendes, mais ses lignes, littéralement, sont à la veille de tomber, ses sous-stations, sa fourniture de courant, tout ça c'est mauvais, puis il n'y a pas d'industrie. Maintenant, à l'autre bout de la province, vous avez l'Abitibi, dominée par la Northern Quebec Power. Depuis des années et des années, on lui demande de changer le 25 cycles. Il y a encore du courant à 25 périodes ou 25 cycles là-bas, un des seuls endroits où ça demeure encore en Amérique du Nord. C'est un courant qui saute tout le temps, qui est bon à rien. L'industrie en veut pas, puis il n'y en a pas assez. La Northern Quebec Power ne peut pas ou ne veut pas depuis des années changer ça. Ce qui fait que l'Abitibi est paralysée avec son 25 cycles, puis l'industrie n'y va pas. Alors, la seule Hydro-Québec, actuellement, avec sa base montréalaise et ses chantiers à Carillon qui achèvent et sur la côte nord, la Manicouagan, la seule hydro partielle que nous avons actuellement dépense 100 millions de dollars par année. Fait des achats de 100 millions par année, dont 80%, parce que c'est une entreprise du peuple québécois, donc on pousse mordicus pour que ce soit sur le marché québécois, 80% de 100 millions par année sont dépensés dans la province. Quand les compagnies seront nationalisées, demandez-vous, certaines comme la Gatineau, qui a plutôt le cœur en Ontario, la Shawinigan, qui l'a un peu partout dans le monde, si ça dépense 80% sur le marché québécois chaque année. Vous le savez par expérience, vous qui vivez dans des régions. Bien, ce sera, pour l'hydro, le lendemain de la nationalisation, 200 millions et plus de pouvoir d'achat. Pensons-y, les hommes d'affaires, les professionnels. Et puis à part ça, dans toutes les régions, c'est la possibilité d'avoir de l'industrie dans les endroits où ce n'était pas possible avec le système des compagnies. De déparalyser puis de faire venir l'industrie, par exemple, dans le bas du fleuve, ou encore en Abitibi, où on attend depuis toujours.
ou dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on attend passablement aussi. Au point de vue carrière, vous savez, c'est pas un mystère que dans une foule de ces compagnies-là, il suffit d'être un jeune Québécois pour savoir que passé un certain barreau de l'échelle, on ne peut plus monter. À l'Hydro, c'est pas vrai. Quand l'Hydro sera toute la province, en dehors des emplois qui existent actuellement et dont pas un sera perdu nulle part, il y a des douzaines et des douzaines d'emplois dans chaque région, de techniciens, de professionnels, d'administrateurs, qui vont être créés d'année en année et qui seront ouverts aux jeunes Québécois jusqu'au sommet. Et en fait, à l'intérieur de la plus grosse entreprise d'énergie de toute l'Amérique du Nord. C'est ça que l'Hydro sera au lendemain de la nationalisation.